Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue sur ce dernier numéro de l'année de Revue et Corrigée. À la barre, le lieutenant Sturm, toujours accompagné du camarade Julien. Bonsoir. Bonsoir. Et oui, dernier numéro avant notre pause estivale bien méritée, qui nous verra nous envoler vers des destinations diverses et variées, toujours d'ailleurs avec ce petit neurone informatif branché. Donc on reviendra aussi avec du matériel pour le numéro de rentrée qui se fera courant septembre. On n'a pas encore la date, mais vous nous retrouverez bien entendu au micro de Méridien Zéro dès la rentrée pour de nouvelles interprétations de la presse. Oui, surtout que d'ici là, il sera sans doute passé pas mal de choses. Oui, parce que l'été sera chaud. Oui, l'été sera chaud, donc notamment la loi travail, voilà. Le front qui se renouvelle, enfin on va avoir plein de trucs à la rentrée. Les députés qui mordent qui mordent des gens les députés qui mordent des gens dans les taxis. L'épidémie de cannibalisme, Walking Dead. Enfin bon, on aura sûrement plein d'autres choses à vous dire. Voilà, mais en attendant, on a devant nous un numéro somme toute assez international, il faut le dire, hein, on a un bon moment sur l'international, mais pas que. Oui, un moment sur l'international parce que on a quand même au micro passé beaucoup de temps sur la politique intérieure, ce qu'on va refaire. Hein. Oui, surtout sur tout le monde. Hein. On a eu une séquence horriblement longue, mon cher Julien, quand même, octobre, juin. Hein. Oui, ça c'est vrai, c'est un record. On s'est tapé plein de primaires, les primaires. D'ailleurs, dont un jour, il faudra peut-être que les partis concernés fassent le bilan, parce que il est particulièrement catastrophique, que ce soit pour les Républicains, le Parti Socialiste, et ce qu'on appelait à l'époque les écologistes, parce qu'on ne sait même plus trop où ils habitent. Si, au perchoir. Les oiseaux sont perchés. Oui, au perchoir. D'ailleurs, c'est un bon conseil à donner, c'est d'aller dans une primaire socialiste et de faire 3%. Ça permet après d'être soit Premier ministre, soit au perchoir. Donc ça, c'est hyper intéressant finalement. Ouais, ça, la guerre des minorités. Ouais, François de Rugy, c'est quand même, c'est quasiment un vrai scandale cette histoire. Donc on a effectivement, avec le lieutenant, beaucoup évoqué la politique nationale, mais à la conclusion de notre émission, dans le cadre de l'émission précédente, nous avions évoqué deux sujets sur lesquels nous étions soit en attente, soit en rupture d'information, qui étaient bien sûr le problème du Qatar et le problème de la Grande-Bretagne. Je vais commencer par le Qatar. Oui, allons-y. Je vais commencer par le Qatar. Si vous vous souvenez, dans le cadre de cette émission, nous apprenions l'un et l'autre que l'Arabie Saoudite, l'Égypte et compagnie, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, avaient décidé de rompre leurs relations diplomatiques et autres d'ailleurs, et même territoriales, avec le confetti du gazoduc qatari. Au cas où vous ne le sauriez pas, parce que on peut pas dire que ça encombre les chaînes de télévision, c'est le moins qu'on puisse dire, cette affaire continue. Oui. Ah non, ça ne fait pas du tout la une. Hein. Oui, ça ne fait pas du tout la une. Normal, Macron descend en hélitreuillage dans un sous-marin de guerre. Pendant que il marche sur l'eau. Pendant que son factotum est à l'Assemblée. Et donc, le Qatar s'est vu opposer, de la part de ces différentes nations, si on peut appeler ça des nations d'ailleurs, je le dis en passant. On va s'en tenir aux États, en fait. Enfin, je mets de côté l'Égypte, quand même. Entité, oui. Oui, l'Égypte, oui. Quand même, peut-être pas exagéré. S'est vu opposer 13 demandes qui sont, il faut bien le reconnaître, tout à fait insupportables pour l'État qatari. En l'occurrence, entre autres, je ne vais pas les détails, mais la disparition, par exemple, de la chaîne Al Jazeera, plus un certain nombre de demandes qui sont effectivement inacceptable pour un État indépendant. Un article de Georges Malbruno, ce matin, dans Le Figaro, révélait que en fait, pour l'instant, le confetti du Golfe n'était pas touché par ces mesures. Non, parce qu'elles sont très politiques pour le moment. Pour l'instant, elles sont très politiques, mais que, dans un article, je le reconnais, très alambiqué, Georges Malbruno disait que finalement, si ça durait un peu trop longtemps, ça allait commencer à être un petit peu différent. C'est dire que l'état de tension
un peu incompréhensible, vu de notre côté, entre le Qatar et l'Arabie Saoudite par rapport aux relations diverses et variées qu'il y a en particulier avec l'Iran et sur la guerre du Yémen. Cette guerre du Yémen, dont d'ailleurs tout le monde se fout. Sans oublier la révolution égyptienne où l'affrontement entre Al-Sisi et les frères musulmans était clairement un affrontement Al-Sisi, Arabie Saoudite, frères musulmans, Qatar. Voilà. Il faut pas l'oublier, ça a quand même été une guerre d'opposition indirecte. Oui, c'est une guerre d'opposition indirecte. Qui voit d'ailleurs le triomphe de l'Arabie Saoudite avec la mainmise de Al-Sisi. Et qui se perpétue aujourd'hui au Yémen, dans cette guerre oubliée, dont tout le monde se fout. D'ailleurs, j'en profite pour dire que tout le monde se fout d'ailleurs de la prise de Raqqa, de la prise de Mossoul. Là, il n'y a pas de problème avec les civils, tout va bien. Oui. Je rappelle quand même que au moment de la reprise par l'armée arabe syrienne d'Alep, on nous avait fait des tonnes et des tonnes, là, rien du tout. C'était la fin d'un monde, souviens-toi, hein. C'était la fin de l'humanité, avec des journalistes en pleurs au micro, enfin bon, ouais. Voilà. Depuis, l'humanité va mieux. Hein, depuis, oui, l'humanité va mieux. D'ailleurs, Macron est son prophète. Ben voilà. Donc, parce qu'il a une vision pour le monde, mais ça, on en reparlera plus tard. Oui, il a une vision, mais ça sera un autre sujet. Chers auditeurs, nous nous sommes fadés les discours, donc on est prêts. Ah oui, on est entièrement. On est entièrement pour vous. Oui, ça. Oui, parce ça, que vous nous devrez quelque chose là, parce que on s'est tapé ça. Hein. Une bonne bouteille, hein, moi je prends. Donc le Qatar, oui, donc le Qatar est isolé diplomatiquement, politiquement, oui. Alors, de ses voisins, pas de tout le monde encore. Hein. La France maintient des relations tout à fait normales avec le Qatar aujourd'hui. D'ailleurs, elle n'a pas trop, à mon avis, pas trop le choix. Non, on n'a rien entendu de la part de Macron d'ailleurs sur cette affaire-là. Hein. Là aussi, de la part de son ministre des Affaires étrangères, que dalle. Hein. Oui, alors Georges Malbruno, dont les inféodations sont particulièrement critiquées. Pas aller plus loin, parce qu'il ne peut pas être diffamant à l'égard de ce vénérable journaliste du Figaro, nous dit que le portrait de la famille Al-Tamim, je sais pas quoi, là, les émirs, est affiché partout dans Doha, qu'il voue un véritable culte, comme on avait pu le voir à d'autres époques, quand on était petit touriste de base en Tunisie. Oui. Dans d'autres. Enfin, en Arabie Saoudite avec le roi Fahd. Oui, voilà, aussi. Le roi. Bon. C'est assez marrant comme article. C'est un article qui dit qu'en fait il se passe rien, mais que ça va mal se passer. C'est assez emberlificoté. Ça se trouve dans le Figaro Économie, on ne sait pas trop pourquoi. Non plus. Parce qu'il n'y a pas encore d'aspect économique. Enfin, oui, pour l'instant. En fait, c'est ce qu'il laisse entendre. Il laisse entendre un futur aspect économique, financier d'ailleurs aussi. Tout à fait. Il y a un problème avec l'OPEP, il y a un problème avec le prix du baril, et accessoirement évidemment, corollairement le prix du gaz. Donc bon, on va voir, on suit l'affaire. On l'avait entamé le 5 juin dernier, si ma mémoire est bonne. Elle continue. Alors ça ressemble beaucoup, tu me permettras cette incise, ça ressemble beaucoup à la drôle de guerre de 40. Quoi. C'est-à-dire qu'on a fait des déclarations qui sont extrêmement violentes et symboliques, et depuis il y a une forme de stase, il ne se passe plus rien. Ouais, on a mis la barre très haut. Oui. Les ambassadeurs ont été rappelés, les ruptures des relations diplomatiques, les mecs sont en armes aux frontières, et puis il n'y a plus rien. Et il ne se passe plus rien. Oui, tout à fait. Voilà, jusqu'au moment où il se passera peut-être quelque chose. Il fait trop chaud pour l'instant pour faire quelque chose, mais parce qu'il fait quand même très chaud chez eux, mais encore plus maintenant. Donc voilà, il y a quelque chose quand même d'assez étonnant, et d'autant plus que la presse internationale a décidé de quasi blackouter l'affaire. Oui. J'ai regardé chez les Américains, il y a quelques articles d'analyse sur les mesures qui ont été prises, mais tout le monde est extrêmement prudent, y compris dans le monde arabe. Bon, à part Al Jazeera que tu citais tout à l'heure, qui a abondamment commenté le caractère inique, on comprend très bien leur logique, qui est tout à fait normale. Mais en dehors de ça, les voisins n'ont pas fait montre d'analyse. Dans les journaux égyptiens, journaux jordaniens, il n'y a que dalle. C'est très très feutré. Quoi. On s'est borné à de l'informatif type AFP. Ouais, c'est dire. Ouais. Bon, enfin voilà, on suit l'affaire quand même. Bon, il y a quelques instances footballistiques, si je peux me permettre ce petit raccourci, qui regarde ça quand même avec un petit peu d'inquiétude, parce que la Coupe du Monde, je le rappelle, est en 2022 au Qatar, chose que personne n'a jamais compris,
ou n'a pas voulu comprendre. Et donc, bon, on s'interroge quand même sur la pérennité de cette Coupe du Monde sous glaciaire artificielle. Enfin, on va voir, on ne sait pas. La plus onéreuse de l'histoire. Ah oui, la plus onéreuse de l'histoire et quelque part peut-être la plus scandaleuse aussi de l'histoire. Ouais, peut-être même une des dernières organisées par un seul pays d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors ensuite, oui, on bascule. On bascule, revient chez nos voisins. On revient sur nos contrées d'outre-Manche. Quand nous avions évoqué la Grande-Bretagne, c'était à la veille complètement. On était tout près d'une élection législative en Grande-Bretagne. Nous avions à l'époque souligné tout de même, je dois le reconnaître, la remontée de Jeremy Corbyn, remontée qui s'est l'improbable remontée qui s'est globalement traduite dans les faits sans être suffisante pour qu'il puisse reprendre les rênes au sein du parti, enfin au nom du Parti travailliste. Néanmoins, Theresa May a été, je pense, un peu surprise du manque de majorité qu'elle a dû subir, puisqu'elle a été amenée à passer un accord, avec le terme est plus exact, avec le parti unioniste de ce qui n'est pas mon ami, je le dis très clairement, Monsieur Paisley. Feu, Monsieur Paisley. C'est une femme maintenant qui dirige ça. Oui, mais bon, c'est quand même historiquement. Oui, bien historiquement. Oui. Historiquement, alors, pour moi. On en dira un mot d'ailleurs du DUP parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à dire dessus. Donc prioritairement, effectivement, ça a flotté. Oui, voilà. Il y a eu un flottement. On l'a bien vu après les élections. Il y a eu un flottement de quelques jours en Grande-Bretagne où on s'est tous demandé, ils se sont tous demandé ce qui se passait et cherchant à imputer quand même cette alors c'est pas une défaite, mais cette absence de victoire, ou alors cette victoire très relative de Theresa May, il est remonté en tout cas de la part des médias populaires type Le Sun, le fait qu'en fait elle avait été ministre de l'Intérieur et qu'il semblerait que les attentats aient joué là-dessus, hein, c'est-à-dire on lui reproche son laxisme en tant que ministre de l'Intérieur. Il est clair qu'avoir été ministre de l'Intérieur pendant 7 ans, si ma mémoire est bonne. Juste avant cette vague d'attentats, finalement. Ne plaît et avoir un peu comme Sarko, quelque part, décimé les forces de police anglaises à l'époque, n'a pas plaidé pour sa faveur, et que les électeurs se sont vengés. Ils se sont vengés. Sans faire d'ailleurs de plébiscite pour Corbyn. Voilà, sans faire de plébiscite pour Corbyn. Je crois que l'électorat anglais se fiche de Corbyn, en fait, très honnêtement. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont fait de plébiscite pour personne, parce qu'ils n'ont pas fait de plébiscite pour Theresa May. Non. Ils en ont pas fait pour Corbyn. Bah, il faut être honnête, ils n'en ont pas fait non plus beaucoup pour l'UKIP. Qui est laminé. Oui, voilà. Donc c'est une élection dans le cadre duquel on nous a raconté que cela allait peser pour savoir si c'était un soft Brexit ou un hard Brexit, sans que jamais d'ailleurs, vous le constaterez aisément devant vos télévisions, si vous les ouvrez encore, on ne sache réellement ce que recouvrent ces termes. Non. Alors, ce qu'on trouve, ce sont des journalistes, et ça m'a beaucoup amusé, des journalistes très va-t-en-guerre en disant, puisqu'ils veulent sortir, on va les faire sortir au forceps, quoi. Ils vont en prendre plein la figure. Et il y aurait comme une forme de joie, de jubilation de la part de nos journalistes très européistes à finalement châtier la Grande-Bretagne pour sa sortie, en disant ok, vous avez voulu la sortie. Voilà. Et d'ailleurs, le discours merkelo-macronesque va sur ce plan-là, tout à fait. en disant on va sortir au plus vite, mais si vous voulez revenir, vous pouvez revenir 2 jours. C'est le crime et le châtiment, quoi. C'est-à-dire que le crime c'est le Brexit, le châtiment c'est vous allez en prendre plein la gueule. Réfléchissez, redevenez normaux. Oui, redevenez normaux, surtout ne bougez pas. On a du mal à comprendre dans la presse française ce que recouvrent ces termes de soft et de hard. J'avoue que encore une fois, on a des feignants qui manient des termes dont ils n'ont même pas pris la peine de travailler le sens. Exactement. Je ne comprends pas. Le problème peut-être aussi, c'est que Theresa May l'explique pas non plus. Il faut aussi être honnête.
On n'en sait pas beaucoup plus. Donc voilà, vogue la galère sur fond d'intox sur l'économie britannique, dont on nous dit tous les matins qu'elle s'effondre. Qu'elle est morte depuis 24 ans. Qu'elle est morte désespérée, ce que honnêtement les chiffres ne démontrent pas. Absolument pas. Pour l'instant. Et alors, comme ça tombe pas comme prévu d'ailleurs, je lisais ça dans le Figaro Économie, on prévoit maintenant la chute. Hein, oui. C'est un peu comme on est un peu dans le millénarisme. Hein, oui. L'an 2000, tout devait mourir. Là, on est un peu sur ça y est, ça devait tomber, ça doit tomber, ça tombe pas. Ah bon. Bon, bah alors, on va faire des plans sur la comète et vous dire, bah voilà, dans 5 ans, finalement, quand même, ça va tomber, ou dans 4 ans, on espère, en fait, c'est ça qui est effroyable, on espère qu'ils vont s'effondrer, tout simplement. Voilà. Tout à fait. Ce que l'effet, effectivement, économique pour l'instant et financier démente. Mais à chaque fois qu'on dit, comment vont-ils faire pour ceci, cela, ça va leur coûter très cher, les sièges d'entreprise vont partir, les taxes vont remonter. Etc. Ouais, l'Écosse va se barrer, l'Irlande va se réunifier, quoi. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça le topo. Donc c'est une faiblesse. En parlant de l'Irlande, d'ailleurs, donc on revient sur cet allié, le DUP, donc Democratic Ulster Party, fondé par l'ineffable pasteur Ian Paisley, décédé depuis, remplacé, et là j'ai oublié le nom de la brave dame qui le remplace, qui est un parti qui effectivement, alors je sais que beaucoup de nos auditeurs ont une tendresse particulière pour l'Irlande, que ce soit pour l'aspect religieux, traditionnel, celtique et culturel. Mais il n'est pas inintéressant de noter que le DUP, sur son versant, pas politique, unioniste, mais sur son versant, on va dire, sociologique, hein, a un abord de la société très conservateur, contre le mariage gay, contre la gay pride, etc. Oui, ça va pas être leur truc, très anti-immigration. Voilà, donc ça a été abondamment commenté par la presse française et internationale, en disant en gros, ils sont allés trouver les pires des pires. On a même fait certains parallèles avec ce qui s'est passé à une époque à la Knesset, où la droite s'appuyait sur l'extrême droite israélienne pour gouverner, etc. Parallèle plus ou moins heureux d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas calquer des situations anciennes sur des nouvelles, c'est toujours très compliqué. Par contre, effectivement, ça va jouer. Ça va jouer sur 2 tableaux. Le premier est que, effectivement, si le DUP rentre au gouvernement et donc au Parlement, hein, il est au Parlement et au gouvernement, il va avoir un poids important. Et à l'heure actuelle, en Irlande du Nord, la chose n'est pas neutre. Quand on sait d'autant plus, et ça on l'avait déjà commenté dans la précédente, que le nouveau Premier ministre d'Irlande, de la République d'Irlande, est une espèce d'ovni à la Trudeau et à la Macron, puisque ce monsieur est moitié pakistanais, homosexuel, père bientôt père adoptif dont on ne sait pas quoi, etc. Qu'il a envie de débaptiser le Fianna Fáil pour lui donner un nom très macronesque. Décidément, on les débaptisés en ce moment, ça y va, quoi. Oui, exactement. Qu'il rêve d'ailleurs de faire interdire le Sinn Féin, dont il dit qu'il est antidémocratique. Enfin bref, il risque d'y avoir quand même quelques tensions en Irlande du Nord liées à tout ce mouvement-là. Voilà. Bon, après, moi, je pense qu'il va falloir s'intéresser à ce que le DUP va proposer à l'intérieur de ce système-là. Parce que les déclarations de la dame dont j'oublie, désolé, chers auditeurs, le nom, qui dirige le DUP, et là, notamment en termes d'immigration, sont assez virulentes. Où elle a dit, de toute façon, si ça pète, c'est parce qu'il y a eu cette politique de libre circulation des personnes, organisations. Vous avez laissé des quartiers entiers aux musulmans, et ben voilà, c'est la conséquence. Elle mâche pas ses mots, hein, là-dessus. Alors, ça va être intéressant de voir comment ça peut infléchir le discours de Theresa May et même la politique du Parti conservateur. À voir. On va voir. Ça peut être intéressant. Alors, de la Grande-Bretagne, nous passons à la Grèce. Oui, parce que j'avais oublié la dernière fois de parler de la Grèce. Voilà, et on essaye, nous. Alors, je fais faire... Là aussi, la presse française s'en fout de la Grèce, mais c'est effroyable, j'en ai ras-le-bol, moi, de ça. La Grèce, tout le monde s'en tape, alors que, franchement, il y a... Moins dans le monde slave. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait des articles russes, il y avait des articles tchèques, j'ai même vu un article qui passait... de Hongrie sur l'état de la Grèce, etc. Il semblerait que les voisins orthodoxes, en tout cas, s'en soucient un peu de temps en temps. Il y a une solidarité orthodoxe. Ou en tout cas slave. Enfin, voilà, mais même d'autres, finalement, les gens un peu plus libres, on va dire, sur le plan journalistique.
chacun sait, je l'ai déjà dit dans le cadre de cette émission, que je suis régulièrement le blog d'un ethnologue grec qui est Panagiotis Grigoriou, qui fait part, en tant qu'ancien militant d'extrême gauche, de sa vision de la société grecque. Et il y a des témoignages qui sont très poignants, parce que on voit des gens, des retraités qui d'assez bon niveau, puisqu'ils viennent du corps professoral universitaire grec, qui était il y a encore quelque temps à une retraite aux alentours 1500 € par mois, ce qui en Grèce est très correct, tout à fait correct, bien sûr. et qui brutalement en 4 réformes mémorandaires se sont retrouvés aux alentours de 750-800 €. Il faut être concret, c'est ça que ça veut dire. Avec une retraite moyenne à 480, je crois, pour la population. Voilà, tout à fait, pour la population des retraités en Grèce, c'est absolument incroyable. Donc il y a divisé par 3 pas en 10 ans. Moins en moins de 10 ans. Moins de 10 ans, j'ai une bêtise, 7-8 ans, quoi. Les premiers mémorandats, les plus durs en tous les cas, concordent avec l'arrivée de Syriza, même si évidemment avant il y avait eu d'autres. Oui, parce que Schauble avait déjà commencé avant. Je recommande à nos auditeurs, c'est rare que je le fasse, mais un article d'Isabelle Couet dans Les Échos, qui a trait au livre de Yanis Varoufakis. Yanis Varoufakis, pour ceux qui s'en souviennent, a été pendant 6 mois, pas plus, parce qu'il a été amené à démissionner, a été ministre de l'économie. T'es gentil sur le amené à démissionner. En gros, il a été cordialement viré et par la communauté européenne et par Alexis Tsipras, parce que quand même. Hein. Ah pour moi c'est sur ordre de la communauté européenne. Ah oui, c'est sur ordre de la communauté européenne, mais Tsipras. Je crois que le père Schauble et à la BCE, on a dit celui-là on n'en veut plus. Hein. Et Yanis Varoufakis, qui a des défauts, je suis pas là pour défendre le professeur d'économie spécialiste de la théorie des jeux, puisque c'est son métier. C'est un copain du prix Nobel d'économie de l'école d'économie de Toulouse, là, de notre français. Ils sont très copains là-dessus. Ouais. C'est aussi des spécialistes de la théorie des jeux. Et Yanis Varoufakis décrit dans un livre qui s'appelle Des adultes dans la salle les négociations, si on peut appeler ça des négociations d'ailleurs, qui ont eu lieu sous l'ordre de Monsieur Schauble et sous l'apparence de dictatoriale finalement de l'Union européenne, où toutes les politiques pouvaient être discutées, sauf les politiques économiques, et que les élections n'avaient absolument rien à voir là-dedans. Donc cet article d'Isabelle Couet dans le quotidien du patronat, parce que les échos, ça n'est que le quotidien du MEDEF. On a toujours dit les échos du patron. Hein. Oui, c'est les échos, exactement, c'est les échos du patron. Cet article est assez intéressant, et il y a eu un autre article lié à ce livre de Yanis Varoufakis par un journaliste anglais très connu qui est Evans Pritchard dans, je crois que c'est le Guardian, où Varoufakis disait en gros à Theresa May, surtout ne cédez pas sur les conditions du Brexit et barrez-vous vite fait de cette dictature de l'Union européenne. Donc voilà, je voulais dire un petit mot, parce que même si Yanis Varoufakis n'est pas de notre camp, loin de là. Oh oui. Et si on peut même lui reprocher beaucoup de choses, sa vision des négociations. Il a été au plus près de choses qu'on nous ne voyons jamais en tant qu'individu, en tant que citoyen. Et il faut l'écouter, et accessoirement, pour ceux que ça intéresse, le lire. Très bien. Après, un petit mot sur Trump. Un petit mot sur notre ami Trump. Oui, parce que du coup, Trump, dont on dit pique-pendre au fil de nos médias, en particulier sur le fameux Muslim ban, s'est vu un peu réconforté par l'adoption par la Cour, je sais pas quoi, la Cour suprême. Oui, c'est la Cour suprême. C'est la Cour suprême. Il me semble. Voilà, donc. Ça n'a pas fait grand bruit d'ailleurs. Hein. Ça n'a pas fait tellement de bruit. C'est vrai qu'on était. Ces défaites sont retentissantes, mais ces victoires passent sous le tapis. Oui. C'est vrai qu'on était dans un délire macronesque qui. Oui, de toute façon, on est très omnibulé, on en parlera tout à l'heure. Hein. Ouais. Mais donc, il a été restitué dans
dans ses prérogatives, on va dire ça comme ça. Ce qui n'est autre qu'une timide mesure de précaution. Il faut tout de même remettre à sa place ce fameux Muslim Ban. Ce qui d'ailleurs n'est pas un Muslim Ban. Non, pas du tout. Il y a une liste de 7 pays sur lesquels on dit pendant plusieurs mois, 6 je crois, reconductibles, vous ne rentrez pas par principe de précaution. Parce qu'on ne sait pas vous contrôler. Voilà, on ne sait pas vous contrôler. Oh mon Dieu! Oh là là! Parce que c'est grave. Ouais. Les camps de concentration ne sont pas loin. Nuremberg est tout près. Oui, on n'est pas là pour défendre Trump. Non, absolument pas, je m'en fiche complètement. Des trucs de légitime précaution qu'on peut comprendre. Puis je crois qu'on a suffisamment été clair à ce micro à propos du cas Trump. On avait bien séparé le bon grain de l'ivraie depuis très longtemps. Mais là, effectivement, il a finalement réussi à faire passer sa mesure très prudentielle de contrôle de ces pays-là. Voilà. Donc ça, pour une fois... il y a un truc à mettre au crédit. Et comme je disais, c'est passé sous le tapis, c'est-à-dire que la presse l'a à peine mentionné. Tout à fait. Je l'ai entendu, je crois, sur Europe 1 pour la première fois 2 jours après, incidemment. Et alors, ça n'a pas fait l'objet d'un reportage. C'était juste, c'est passé. Ouais. Alors, on reste toujours dans les Amériques. Oui, on reste mais juste par incident, avant de passer à un autre sujet, mais on dira pourquoi. Un petit mot sur le Venezuela, parce que c'est un point sur lequel on ne peut d'ailleurs pas totalement en face, toi et moi, mais disons que on est objectivement toujours dans une guerre civile larvée. Là, on vient de voir les militants du Parti socialiste bolivarien, on va appeler ça comme ça, envahir la Chambre des députés, qui est le fief de l'opposition. Il y a à peu près, on en est aux alentours de 91 morts, si ma mémoire est bonne, mais peut-être que ça a été amplifié. Ouais. Donc le Venezuela est en guerre civile patente. Voilà. Donc ne pas oublier, c'est un État producteur de pétrole. Oui. C'est une nation qui a fait des choix que l'on retrouve beaucoup dans l'histoire sud-américaine, avec un président, à mon avis, falot. Enfin, quand je dis falot, c'est un président qui n'a pas la dimension évidente de son prédécesseur, en l'occurrence Chavez. Ça sent quand même globalement le roussi au Venezuela. Et puis, moi je ne crois pas que nous ayons des désaccords. Puisqu'on parlait de prudence tout à l'heure, ma prudence, elle est sur quand même l'ampleur de la corruption qui règne, y compris chez Maduro, dans son entourage, chez ses filles, etc. Bon, c'est toujours endémique en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Par contre, là, je note cette fameuse procureure qui est d'ailleurs chaviste et qui est partie en guerre contre cette corruption, qui là aussi donne encore un éclairage différent, c'est-à-dire que elle reprend un héritage populaire, mais elle dit vous avez trahi. Voilà. Moi, la prudence que j'ai, c'est que j'essaie de discerner sur ce dossier à quel degré de volonté populaire on est, et qu'est-ce qui se dit et s'exerce vraiment dans la rue par rapport aux manigances qu'il peut y avoir de la part des États-Unis, même du Mexique, etc., etc. Voilà, bon, et de diverses obédiences d'argent. Je pense que les manigances des États-Unis sont totalement claires. Ah oui, bien sûr. Et que la volonté de récupérer le Venezuela dans son orbite est évidente. Après, est-ce que c'est de quel secteur de l'État profond américain cela vient? Là, très sincèrement, vu le bordel que c'est aux États-Unis, je ne saurais me prononcer. Ah non, parce que là, c'est vrai que la cartographie du deep state américain me semble très difficile à faire émerger aujourd'hui. Et là, des fois, on y comprend. Qui joue à quoi et dans quel secteur et avec quelle liberté et selon quel dessin et avec quels ordres. Oui, d'autant que le message de Trump était quand même globalement un message de réduction, en tous les cas, de l'interventionnisme. Oui, objectivement, on n'est pas certain que ça soit appliqué aujourd'hui à la lettre. On en parlera d'ailleurs dans le sujet suivant. Bien sûr, puis même lui, ses déclarations ont un peu quand même évolué, celles de Trump. Oui, sur bien des sujets, on était passé
plus jamais ça à il faut continuer un de OTAN obsolète à un OTAN un OTAN qui va servir encore, quoi. Tout à fait. Ça me permet, alors c'est un autre sujet, et nous partons de l'autre côté de la planète. Mais toujours dans une même sphère d'influence. Dans une même sphère d'influence. Dire un mot sur les Philippines. Un de nos lecteurs, nos auditeurs, dans un message, nous avait fait remarquer que lors de notre dernière émission, nous n'avions pas parlé de la situation aux Philippines. Il faut reconnaître que c'est un État qui... soyons honnêtes, on le connaît pas bien. Enfin, on n'est pas tous les jours braqués. Depuis les Marcos, on a un peu laissé tomber, il faut être honnête. Depuis Imelda et puis comment elle s'appelait Aquino, Cory Aquino. Voilà. On a un peu perdu pied. Alors, par contre, la remarque du lecteur était tout à fait justifiée puisqu'on a vu apparaître aux Philippines une insurrection djihadiste. Et au moment où on parle... Très clairement affilié, d'ailleurs. Oui, tout à fait affilié, ayant prêté allégeance à l'État islamique. Avec des moyens, ça aussi c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a de l'armement. Au moment où on parle, il y a des gros combats, dont évidemment personne ne vous parle à la télé, parce que tout le monde s'en fout. Vous trouverez les images sur quelques sites spécialisés, type Vice et compagnie. Il y a quelques images de carton qui ont été prises, mais voilà. Donc ces combats se passent à Marwari. Alors, j'invite tous les gens qui s'intéressent un petit peu aux Philippines à prendre tout simplement une carte des Philippines pour toujours regarder ce que c'est. Revenir à la carte. Oui, revenir à la carte, car c'est un archipel. Je suis désolé de revenir à des choses aussi basiques, mais c'est un archipel d'une multitude d'îles. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a 1700 îles qui composent l'archipel philippin. Aujourd'hui, à Marwari, il y a des combats donc entre l'armée du président Duterte et un mec qui s'appelle, alors là, excusez-moi, Isnion Apila, voilà, donc c'est lui, et donc cette révolte surprend un peu tout le monde pour deux raisons. D'abord parce que les révoltes internes au territoire philippin étaient jusqu'à présent liées à des partis communistes, on va dire ça comme ça, dont on pouvait penser d'ailleurs que c'était peut-être sponsorisé par telle ou telle grande puissance, pas très loin, enfin bon, ça serait pas totalement étonnant. Et ce qui m'a surpris en voyant la cartographie religieuse des Philippines, c'est que l'éruption de ce djihadisme correspond simplement à une population de 5% de musulmans. Ah oui, ils sont très peu nombreux. Ils sont très peu nombreux. Pour faire rapide, pour ceux que ça intéresse, les Philippines, c'est 81% de catholiques, 11% de protestants, 8% de bouddhistes et 5% de musulmans. Donc on voit apparaître, bizarrement, parce que M. Duterte, effectivement, a une politique tout à fait non conventionnelle, on va dire ça comme ça, puisque bon, c'est quand même un homme politique. Ouais, c'est un ovni quand même. Oui, c'est un peu un ovni. Quand on lit ses déclarations, on rigole. Oui, lui, je sais pas s'il il est très expéditif. Ouais, je sais pas s'il a rempli les prisons, mais en tous les cas, il a peuplé les cimetières. Ouais. Et avec sa politique contre les trafiquants de drogue. Et donc, subitement, on voit apparaître ce djihadisme, et j'avoue que je suis un petit peu surpris. Bon, en tous les cas, aujourd'hui, il y a des combats très violents. On s'imagine quand même que c'est très clairement pour nuire aux Américains. Oui. Que, voilà. La plateforme maritime qui représente les Philippines dans le contrôle d'accès de tout un tas de... les mers, la mer des Philippines d'un côté et la mer de Chine de l'autre. La mer de Chine de l'autre, Donc là, on sent bien qu'il se passe quelque chose là-bas. Bon, ne comptez pas sur TF1 pour en parler, ils en ont rien à... De toute façon, ils ne savent même pas où ils ont rangé leurs cartes. Voilà. Donc on a un peu de mal là. Donc voilà, donc c'était un petit mot pour notre auditeur, lecteur, pour lui dire que oui, on regarde ça quand même de près. Et surtout les combats en ce moment, parce que ce qui est intéressant, c'est l'issue de ces combats, de voir s'ils vont éradiquer... ce qui va se passer, oui. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que Duterte, c'est pas un rigolo. Il peut avoir
des positions qui nous étonnent, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah ben vous pouvez les trouver sur Internet, hein, ces prises de parole et ces déclarations intempestives, vous les verrez. Mais bon, en tous les cas, il a l'assentiment très très majoritaire, si on en croit, du peuple philippin. Et peuple philippin, dont je rappelle tout de même qu'en Philippines, il y a 120 langues qui se parlent. Donc c'est quand même très particulier comme État. Avec un sabir portugais qui lie le tout. Hein, voilà, il y a quand même un dérivé du portugais comme langue de travail, on va dire. Mais c'est très compliqué, effectivement. Il y a l'insularité plus le caractère multiethnique. Oui, tout à fait. Juste une petite précision, parce que j'ai beaucoup lutté tout à l'heure sur la patronne du DUP, c'est Arlene Foster, depuis 2015. Voilà. Je cherchais son nom. Arlene Isabelle Foster. Voilà. On reviendra sur le DUP plus tard. On va rester sur le caractère multiethnique, mais sous un autre angle, avec l'Italie et la problématique des immigrés clandestins, honteusement et improprement appelés migrants depuis trop longtemps. Oui, oui, nos amis les migrants, donc nos amis clandestins, sont en train de secouer profondément l'Italie. Il faut en avoir conscience. L'Italie donc menace, comme vous l'avez sans doute lu ou entendu, menace de bloquer l'accès à ces ports pour nos amis les migrants qu'on vient récolter à 500 mètres des côtes libyennes. Alors voilà, parce qu'en plus, on doit ajouter quand même que des scandales se font jour. Savoir que les ONG font carrément un service de bus maritime. Oui, c'est un bus, oui. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'on leur demande de monter dans les petites embarcations, voire carrément de nager quelques centaines de mètres, et puis de monter dans les bateaux qui sont prévus à cet effet, qui les ramènent dans les ports italiens majoritairement, puisque les autres ont fermé leurs eaux. Hein, je pense aux Grecs, pardon, pas aux Grecs, mais je pense aux Croates, par exemple, qui ont mis leur vedette à l'eau et qui tirent sur tout ce qui arrive. Donc, effectivement, la destination privilégiée d'entrée maintenant, c'est l'Italie. Oui. Donc, depuis le début de l'année, officiellement, là, je parle sous le contrôle du journal Libération, qui est vraiment sous contrôle. Oui, je suis sous contrôle. Là. Il y aurait eu 85 000 réfugiés, entre guillemets, arrivant en Italie depuis le début de l'année. Bon, j'ai un peu de doute sur les chiffres, mais Libération est obligé de reconnaître que c'est une hausse de 18% par rapport à la même période l'année précédente. Là où il y a un problème, c'est que lors des élections récentes municipales qui se sont passées en Italie, dans un certain nombre de communes, la population italienne ne semble pas ravie de cet afflux massif, c'est le moins qu'on puisse dire. Et au cas où ça aurait échappé à TF1, France 2 et compagnie, je signale que Giusy Nicolini, qui était la maire emblématique de Lampedusa, a été balayée au premier tour de cette élection. Les Italiens, à juste titre, et après on verra... Ils ne se résolvent pas à être le dépotoir des côtes libyennes. On parle là du peuple, hein. Voilà. Et donc les réfugiés, dont on a oublié depuis longtemps qu'ils étaient syriens ou irakiens, qui sont désormais érythréens, soudanais, congolais et tout ce qu'on voudra, tchadiens, nigérians, etc. Toute l'Afrique qui monte. J'ai été assez frappé, encore que plus rien ne m'étonne maintenant, par cette commissaire européenne, comment elle s'appelle, Emma Bonino, oui, qui disait que les Italiens seraient bien inspirés d'accueillir les réfugiés, tout simplement pour sauver leur système de retraite. On en est là. Je pense que la population italienne va vivre ça un peu comme une cocotte minute. On l'a bien vu avec l'affaire de Casapande, dont on peut dire un mot. C'est-à-dire qu'il y a l'année dernière, s'alliant à des gens dans un petit village où un camp de migrants devait être ouvert, des militants de Casapande se sont opposés aux forces de l'ordre, dans ce que nous appellerions une bête échauffourée, parce qu'il n'y a pas eu grand dommage.
On n'a pas eu d'extrême violence. Eh bien, 9 personnes ont été arrêtées, inculpées, et nous le savons depuis quelques jours, sont malheureusement sous le coup d'une peine cumulée pour les 9 de près de 60 années de prison. Oui, tout à fait. Qui est complètement stratosphérique, absolument ahurissant. Ce qui montre bien l'opposition, encore une fois, que l'on retrouve partout en Europe à l'heure actuelle, entre les infrastructures étatiques et le sentiment des populations. J'invite d'ailleurs ceux qui ne l'ont pas vu à aller voir la très belle vidéo qui dure à peu près 1h30. Bon, on n'est pas obligé de faire l'heure et demie entière. La très belle vidéo de la manifestation de Casapunt à Rome, que j'ai pu voir contre le droit sur du scène sol. Pas, mais donc on peut voir ailleurs. Voilà. Donc bon, en Italie, l'Italie, on a plein d'eau. D'autant qu'économiquement, c'est sport. Bien sûr, l'ouverture des ports français serait quelque chose d'assez ironique. Ouais, mais est à prévoir avec les déclarations récentes de Macron. Il ne faudra pas s'en étonner. Hein. Ouais, il faudra pas s'en étonner, effectivement. On a parlé du côté de Marseille, hein. Voilà. Tout à fait. Avec un d'ailleurs, grand frisson. Cette affaire italienne me lie directement à l'autre petit point que je voulais évoquer, c'est la décision de l'armée autrichienne d'aller aux frontières sud de l'Autriche pour faire barrage. Bon, on retrouve là un point de connivence avec Visegrad. Oui, exactement. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de cartes et de territoire, il est amusant de remarquer que si l'on adjoint la politique sur une carte, la politique autrichienne frontalière nouvellement, en tout cas décidée, on obtient, avec le groupe de Visegrad, hormis la Pologne, on obtient un peu ou prou les frontières de l'Empire austro-hongrois, qui redevient un bastion central. Et c'est fou de voir de nouveau se reconstruire cette entité territoriale de protection de l'Europe sur des frontières quasi identiques à celles de l'Empire austro-hongrois, comme un clin d'œil de l'histoire à l'opposition de l'Empire aux Turcs. Hein. Oui, tout à fait. On l'espère d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, c'est un centenaire, qu'on doit fêter. Il y a quelque chose de très lourd. Alors, je me permets juste avant que tu développes sur l'Autriche. Cette déclaration du roi du Maroc à l'Organisation des États africains qui appelle à structurer une politique d'immigration en disant que ce qui se passe est très grave et qu'on ne peut pas laisser faire et que les États africains ne peuvent pas, alors c'est un nouvel État puisqu'ils sont rentrés récemment, ne peuvent pas laisser les choses telles qu'elles sont. C'est très intéressant, cette déclaration est à suivre, alors avec les précautions sur le roi du Maroc, toujours les précautions habituelles, mais c'est très intéressant de voir ce positionnement-là. On va voir si les États africains ça va être l'aider dans leur immigration. Mon incise sur l'Autriche était liée purement et simplement à ce qu'on évoque à ce micro depuis longtemps, sur une politique qui se dessine effectivement dans les États d'Europe centrale, que ce soit bien évidemment en Hongrie, mais aussi en Slovaquie, en République tchèque, etc. Donc de voir se constituer à notre Orient, on va dire ça comme ça, des politiques de conservation de l'identité européenne. À notre Orient, mais au centre géographique de l'Europe actuelle, c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est-à-dire comme un cœur qui fait bloc. Là. Oui, et en plus, ce qui est intéressant dans la politique autrichienne, c'est que quelque part, on peut me raconter ce qu'on veut, mais elle aura forcément une conséquence sur la politique bavaroise, au minimum, si ce n'est sur la politique de la fédération allemande. Donc c'est un truc à suivre. Je suis persuadé que le peuple bavarois, de ce que j'en connais, ne doit pas être très éloigné dans sa pensée à ce que les Autrichiens demandent. Non, ils ont toujours été proches de ça. Tout à fait. Il suffit d'avoir été une fois en Bavière, une fois en Autriche pour comprendre. Oui, ils sont très réactifs, effectivement. Oui. Bon, un mot parce que là, on aura peut-être des appréciations différentes, encore que un petit mot parce que j'ai fait le parcours d'Oliver Stone, donc sur la quadruple parution, je sais pas comment dire, émission, fleuve de Vladimir Poutine et des conversations avec Vladimir Poutine. Alors, je l'ai fait pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est assez rare
déjà. Là, je parle de la forme. C'est assez rare de voir un président en exercice se confier, qui plus est, à un auteur américain. Oui, enfin, qui n'a pas caché ses sympathies depuis très longtemps, depuis une vingtaine d'années, au leader russe, hein, quand même. Voilà. Mais je cherchais un parallèle de même nature. Je n'en ai trouvé qu'un, et il vaut ce qu'il vaut. Ce sont les conversations qui avaient eu lieu à la fin de son mandat entre, je suis désolé, entre Jean-Pierre Elkabbach et François Mitterrand, où pendant de longues heures... J'avais pensé Moatti, moi aussi, un peu. Oui, non oui. Alors, à cette nuance près qu'effectivement, Mitterrand était à la fin de son exercice politique, en tous les cas, ça a été diffusé à la fin de son exercice politique, alors que Vladimir Poutine, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas. Alors, je ne rentrerai pas trop sur le fond, en particulier des débats qui peuvent nous agiter sur la question ukrainienne. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Par contre, je reconnais que dans la première partie, l'itinéraire, ce qui m'intéressait, c'est l'itinéraire de Vladimir Poutine jusqu'au moment où il arrive au pouvoir, pour faire rapide. Après l'exercice du pouvoir, c'est un autre débat. Mais la façon dont il décrit son arrivée à la tête de l'État, à un moment où il dit, et je le crois volontiers, parce que je n'avais pas conscience, que 25 millions de Russes, du jour au lendemain, deviennent étrangers dans leur propre pays, et que ça crée une déflagration importante, j'ai trouvé que c'était extrêmement évident, mais je trouve que c'était tellement évident que je n'y avais pas pensé. Donc, il y a des séquences qui m'ont intéressé. Alors après, je sais, le caractère, on va dire, qu'on se l'est écrit avant cette émission, le caractère apologétique. Ah oui, pour reprendre ton alors terme. Tu connais mon poutino-scepticisme lourd. Oui, je sais. Mais là, bon, j'ai quand même ces... Oui, non, ton terme est tout à fait justifié. Tu parlais d'ailleurs de cette accession au pouvoir. On passe très rapidement sur les affaires à Saint-Pétersbourg, d'enrichissement personnel, dans les histoires de pétrole contre nourriture, etc., qu'il y a eu, où on pense que, d'ailleurs, c'est là que Poutine a fait son beurre, hein, il faut être très honnête, de manière mafieuse. Bon, voilà, bon, ça, c'est pas, on le voit pas, hein. Honnêtement, je l'ai attendu, je l'ai pas vu non plus. Non. Donc, même pas été évoqué, d'ailleurs. Il est certain qu'Oliver Stone n'est pas un contradicteur dans cette affaire. Il y a j'ose même pas dire des pics, il y a 2-3 interpellations sur des sujets relativement mineurs. Pour être très franc, on en parlait juste avant, j'ai arrêté au 4e épisode, j'ai arrêté à la moitié du 4e épisode, parce que à un moment, c'était presque trop condescendant, même si moi je ne suis pas d'une hostilité fondamentale à Vladimir Poutine. Je me suis dit quand même, il y a des trucs qu'il aurait dû quand même faire autre chose, Oliver Stone, quoi. En revanche, je reconnais que sur la forme, bon, c'est pas mal foutu. Combien de gens en France auront été voir ces conversations? J'ai été voir sur les sites d'audience pour les 2 premiers épisodes, puisque les 3e et 4e étaient diffusés à 23h30, donc avec personne. Disons que ça tournait autour d'1 100 000 personnes. Oui, je crois que c'est quand même un truc de spécialiste, pour être très honnête, ou d'accro, ou alors soit de fans, ou de gens intéressés par la chose politique, mais... Oui. C'est touffu, hein, donc les gens, je crois qu'ils sont en période estivale en plus, parce que c'est aussi il y a une période de programmation. Hein, tu programmes ça en hiver, c'est pas la même. Hein. Oui, tout à fait. Donc voilà, un exercice de style, c'est vrai, assez rare. Maintenant, faut-il conseiller à nos auditeurs de le voir? Ça, c'est chacun son appréciation. Je pense que ça restera un document malgré, je dirais, le comportement un peu trop empathique d'Oliver Stone. Maintenant, bon, voilà quoi. Oui, c'est ça. On est sur quand même. Moi, je trouve quelque chose qui appartient
un peu, ça me fait penser, si tu veux, un peu aux exercices des historiens romains vis-à-vis des empereurs. Tu vois, voilà. Ma vie, mon œuvre. Oui. Il y a quelque chose de ça quand même là-dedans. Un peu de ça, ouais. Où, voilà, où celui qui dirige, celui qui a gagné finalement, et celui qui est reconnu comme tel. Voilà, il n'y a pas vraiment de critique de fou. Enfin bref. Puisqu'on parlait de la géographie, parce que c'est même voilà, si bien ce n'est sûr, pas une géographie, bien sûr. ça nous donne une belle transition. Alors, c'est vrai que quand j'ai pensé à cette émission avec le lieutenant, j'ai eu un souci, je dois l'avouer, parce que pendant plusieurs jours, j'ai fermé la télévision. J'ai fermé la télévision parce que la géographie systématique de Simone Veil, honnêtement, je la trouvais insupportable. Comment dire ? La sanctification de Simone Veil, pour une loi dont elle ne fut que le factotum, en l'occurrence la loi de 1974 sur l'avortement, je ne vais pas dire m'a dérouté, parce que je m'y attendais, mais m'a gêné. Donc, effectivement, pendant 2-3 jours, ma télé est restée éteinte. Je peux comprendre l'émotion, mais je ne me résous pas à la partager. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on dise 2-3 choses, à savoir que peu importe à la limite ce que la presse pense de tout ça. L'empreinte que cette femme a laissée dans l'opinion française est aujourd'hui extrêmement faible. Il faut le reconnaître. Tu prends le vu de Gompécous du coin, Simone Veil, ça lui dit pas grand-chose. Et son nom ne reste à graffer finalement qu'à cette loi sur l'avortement, sur laquelle il y a beaucoup à redire, et d'ailleurs sur laquelle elle n'est pas la seule en cause. On oublie, y compris dans le milieu, d'ailleurs, Yvette Roudy et sa loi du début des années 80, qui a été véritablement la mise en branle de la politique de l'avortement de confort. Yvette Roudy, qui elle ne subit l'opprobre de personne parce que tout le monde l'a oublié, alors qu'elle est la véritable architecte de tout ça. Pour le reste, après, on est encore dans l'incantatoire, on est encore dans la bien-pensance avec ces histoires de déportation, de lutte contre l'extrémisme, etc., qui sont finalement des trucs de vernis qui la feront rentrer au Panthéon, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Je vois pas de quoi on peut être reconnaissant. Elle a sûrement souffert dans sa chair, voilà. Ça, il y a pas de souci, mais on est encore une fois dans la sanctification du vide pour moi. On est sur quelque chose qui est de l'ordre du non-événement. Voilà. Oui. La panthéonalisation, puisque c'est ça va très loin, c'est ça qu'on va se taper d'ici peu. Enfin, tu me diras, il y a une logique avec la République. Hein, oui. Enfin, il faut pas s'étonner qu'elle rentre au Panthéon. Oui, voilà. Bon, disons alors c'est terrible parce que cette République qui méprise la transcendance lui fait du Jupiter d'un côté, du Hermès de l'autre, et la sanctification républicaine au Panthéon. C'est ça depuis la Révolution française, de toute façon. Je vais être très clair là-dessus, sur Simone Veil. J'ai un reproche à lui faire, c'est de ne pas avoir développé par la suite les éléments de son discours de 74, où, je le reconnais, elle ne place pas l'avortement comme une technique de contraception de confort. Et elle aurait dû se battre là-dessus. Et c'est ça que je lui reproche. De ne pas avoir dit, plus tard, l'avortement est toujours un drame. Quand j'entends les connasses du planning familial avec leur droit à l'avortement, ça me fait gerber. Ouais, bien sûr. Voilà, tout simplement. Ça, c'est... Tout simplement. C'est ça ne veut pas dire que je conteste qu'il y ait des avortements. Je le sais bien. Je suis pas idiot. Mais que Simone Veil, qui, quoi qu'elle en veuille, était la matrice de cette loi, n'ait pas pris la parole pour dire, attendez, ce que j'ai dit, c'est que l'avortement est toujours un drame, et ça, je lui reproche beaucoup de ne pas l'avoir dit. Voilà. Entre autres. Voilà. Après, il y a plein d'autres choses. Oui, après il y a plein d'autres trucs. Puisqu'on en est à la chronique mortuaire. Le carnet du jour. Ouais. Le carnet du jour, on a aussi, juste après notre émission du mois dernier,
Helmut Kohl qui est passé de vie oui, à alors papa, là, le vieil Helmut. Là, je partage complètement l'avis de Bruno Gollnisch qu'il a fait dans une récente vidéo, c'est-à-dire que je pense que pour les Allemands, Helmut Kohl est un grand homme d'État. Pour autant, était-il besoin de mettre son cercueil au milieu du Parlement européen, comme on a pu le voir à la télévision? Que les Allemands lui doivent la réunification de l'Allemagne, avec, je le rappelle, quand même quelques conséquences pour nous Français, des fois qu'on est oublié, sur la toute-puissance allemande. Je le comprends très bien de la part des Allemands. Par contre, que le Parlement européen fasse une espèce de cérémonie laïque pour cet homme d'État allemand, j'avoue que... Mais tu remarqueras qu'on est quand même dans une cavalcade exponentielle de toutes ces espèces de mises en scène, de remplacement que l'on considère être un vide de sacralité, un vide de verticalité. On voit que toutes les structures étatiques tentent, y compris Macron sur lequel on va revenir tout à l'heure, tentent de jouer à ça, sur le symbole, et je range d'ailleurs la panthéonisation de Simone Veil sur l'arrivée de Macron. Parce que pour moi, il n'aurait pas été élu qu'on n'en aurait pas entendu parler. Voilà. Mais il marque aussi son intronisation et son entrée sur la scène présidentielle avec cette décision phare. On est encore dans la com'. On est encore dans le symbole, on n'est pas encore dans les actes, on va se les manger cet été pendant qu'on sera on est dans un schéma qui date pas d'aujourd'hui, qui remonte à plusieurs mois, du commémorite. C'est-à-dire que dès qu'on n'a rien à faire, on passe faire un tour à Oradour-sur-Glane. Voilà. On se fait de la Shoah à bas prix parce que franchement... ça a du mal à passionner les foules, mais... Ça a du mal à passionner les foules. Là, on aura plein d'occasions encore certainement pour nous remémorer je ne sais quel le drame de l'occupation. Ça devient lourd, quoi. Ça devient lourd. Oui, mais c'est quand même une tentative très claire d'instaurer une dogmatique para-religieuse autour de cette... C'est complètement dans la... Oui, complètement la religion de substitution. Oui, du remplacement, effectivement, du remplacement. Alors, on en vient à l'actualité journalistique française. Et notamment... un petit mot, parce que nous avons parlé dans nos précédentes émissions de l'aventure du ministère de la Vérité, donc le Décodex. Ouais. Le Décodex du Monde, initié par Le Monde et ses sponsors, parce qu'il n'y a pas que Le Monde là-dedans. On le sait bien, il y a beaucoup d'intérêts capitalistes, en l'occurrence Google, Facebook et compagnie sur le sujet. Donc le Décodex vient d'annoncer qu'il se renouvelait. Alors il se renouvelle, c'est-à-dire qu'au lieu de pointer les mauvais coucheurs, donc en gros nous quoi, enfin il faut le dire. Hein. En gros nous quand je dis nous, c'est évidemment au sens très large les intervenants de la réinformation. Et bien maintenant ils vont pointer et argumenter sur le fond des articles. Alors ça risque d'être drôle. Oui. Ça risque d'être drôle, parce que ça veut dire que sur un article, par exemple, je dis pas n'importe quoi, allez, je dis n'importe quoi, sur le 11 septembre, si quelqu'un commence à débattre sur de la théorie officielle, et sur les lois de la pesanteur et compagnie, ils vont pointer telle faille d'un physicien, etc. Bon, là, le ministère de la Vérité reprend de plus en plus son sens. On est dans un schéma complètement orwellien. Oui, réécriture du réel. Ah oui, on a la réécriture totale. Alors, on en sourit parce qu'on sait que en termes de connexion et d'installation, le Décodex est un échec total. Hein. Complètement. Il faut quand même dire les choses comme elles sont, et que même sur le site du Monde, les internautes ne se privent pas pour railler l'initiative. Complètement. Néanmoins, il faut pas trop rigoler, parce que c'est quand même une volonté contre les fameuses fake news, dont on a peine à cerner exactement le périmètre, parce que en termes de fake news,
Le Monde est peut-être pas mal placé pour être lui aussi En comparé. fait, il n'y a pas de fake news. Il y a les nouvelles autorisées vraies ou fausses et celles qui sont vraies ou fausses, mais qui ne seront pas autorisées par le système. tout à Point barre. fait. Voilà. Donc de ça, des codex avec ces inénarrables j'ai du mal à dire journaliste parce que là c'est même plus du journalisme, c'est du flicage. Commissaire. Oui, commissaire politique. Ouais, commissaire politique. C'est des petits journalopolitique. des petites chéquistes reconvertis. Ouais, complètement. Donc Alors, moi, Dieu, je te dis ce qui me fait marrer, moi, dans cette affaire, c'est que s'il commence à jouer à ça, c'est-à-dire à intervenir sur finalement, le fond, hein, et à travailler la riposte sur le fond, il va leur falloir une armée de guignols, hein, parce que c'est un travail de dingue. Ah oui, tout à fait. Et puis, il faut que les réponses soient, entre guillemets, étayées. On va rire oui, aussi, hein. Autant qu'elles soient un peu structurées. Moi, enfin, très simplement, avec les effectifs actuels et le peu d'audience qu'ils ont, je vois pas comment ils vont pouvoir, ou alors ils vont faire du collaboratif avec des internautes, mais on va partir sur... C'est parti pour. Oui, tu as tout à fait raison. Mais ce sera de l'interprétation. Tu as tout à fait raison, c'est-à-dire un appel, c'est quasiment un appel à la délation. C'est un Wikipédia de délation. Oui, c'est un Wikipédia de délation. Je l'ai lu hier dans l'argumentation de ces jeunes personnes. Bon, on va voir. On rigole, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de quoi rigoler en fait. Hein. Non. Parce que c'est une tournure intellectuelle qui est quand même particulièrement dangereuse. Ouais, vicieuse, on peut le dire. Bon, allez, un petit peu de politique nationale. Alors juste avant, tiens, un petit coup sur Natacha Polony évincée de ses différentes émissions Europe 1, etc. Oui, tu as raison. Juste parce que comme on est sur le décodex, je continue. Oui, tout à fait. J'ai pu voir dans la presse conservatrice et même sur nos rives des gens s'en émouvoir lourdement. Dire qu'elle a une mauvaise plume, c'est pas vrai. Elle a des formules et puis quelques articles qui sont intéressants. La pleurer et je dirais communier dans la colère en disant c'est pas normal, etc. Faut quand même y aller mollo parce qu'elle a quand même des déclarations sur l'immigration qui sont très borderline en disant qu'on devrait privilégier les Syriens et les Irakiens sur les autres, alors que bon, notre position est quand même assez simple, ne privilégions personne, merci beaucoup, on en a déjà un paquet. Hein. Donc attention aussi à cette espèce de porosité, dont Natacha Polony peut être un exemple, entre des gens qui parfois ont des sujets d'accord, des points d'accord avec nous, mais qui ne sont clairement pas de chez nous. Voilà. Faut y aller doucement. Hein. C'est évident, il faut... Il y a un principe de précaution là-dessus qui devrait être nôtre assez régulièrement. Or, y compris dans les presses de nos milieux, j'ai vu des articles en disant que c'était très grave ce qui se passait pour elle. Bon, oui, il faut pas exagérer. Faut pas exagérer non plus. Voilà, il faut pas exagérer. Moi, j'apprécie plutôt Natacha Polony parce que finalement, par rapport au reste, voilà quoi. C'est toujours pareil, au milieu des nains, quelqu'un de normal est un géant, bon, voilà. Bon, maintenant, j'oublie pas son parcours, oui. J'oublie pas ses sensibilités, son comité Orwell, moi je veux bien, mais pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose. Oui, c'est très déclaratif. Hein. C'est très déclaratif. Alors, ok, elle s'est fait virer d'Europe 1 et de Paris Première, enfin, ça n'a pas empêché... Le lendemain matin, LCI de la recruter. Oui. Donc, la dissidence, ok. C'est vrai que je préfère Natacha Polony à Aziza. Hein. Oui, là je le reconnais. T'as quand même pris un truc lourd. Là. Oui, j'ai pris du lourd. Là, tu l'as fait exprès. Voilà. Donc, ok. Je sais pas qui peut piffrer Aziza. Maintenant, ne la sacralisons pas. Non, voilà. Moi, il faut faire gaffe à tout ça parce que. On va en reparler avec les discours là. Oui. Il y a tout un schéma qui se met en place qui est un peu gênant. Alors, justement, les discours, chers auditeurs, je vous annonce notre double exploit technique à Julien et moi. On s'est mangé les deux discours, celui de Jupiter et celui du satellite en son orbite, à savoir le satellite Philippe. Ouais. Voilà, tous deux 1h30 de discours, long. Alors sensé mais pas extraordinaire non plus. Disons que ils ont quand même annoncé des trucs, mais disons que sur le discours, on va commencer par le discours de Jupiter. Ouais, le discours de Jupiter. C'était un mélange d'emphase
et Très décalé cette emphase là. Pareil pour l'hommage à Simone Veil. Oui. Il y a des moments où on a l'impression d'être chez Bernard Pivot, où il y a un mec qui dit ça Oui, enfin, c'est bizarre, l'emphase, c'est un peu surjoué. Enfin, très surjoué. Voilà. Cherchez le terme, merci. C'est surjoué. Même les journalistes ont fini par le dire. Oui. Et alors c'est marrant parce qu'ils ont fini par le dire le lendemain. Oui. Ça m'a étonné. C'est-à-dire que ils ont relativisé le discours de Macron, non pas dans la suite du discours de Macron, mais après le discours de Philippe. Oui. Donc c'était assez drôle. Donc on avait effectivement ce discours sur l'homme, machin, etc. Bon. Et puis quelques mesures institutionnelles. Moi, j'oublie pas qu'il a une vision pour le monde. Oui, Un projet pour la planète. Il a effectivement une vision pour le monde. Il a une vision aussi pour le monde et pour le Conseil économique et social. Oui. Alors ça, c'est on passait du coq à l'âne. Oui, du coq à l'âne. Bon, soit dit en passant, je ne peux pas lui reprocher d'avoir une vision sur le Conseil économique et social dont on peine à trouver. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire il annonce des choses sur des sujets qui font un consensus terrible depuis très longtemps et sur lequel il y a simplement eu pas d'action, et tout le monde trouve ça formidable. Oui, ouais, et là, tu as un effet de loupe absolument incroyable, où il devient extraordinaire, tout simplement parce qu'il annonce alors il annonce, hein. Oui, Il annonce qu'il va enfin fermer des trucs qui servaient à rien depuis des décennies, dont tout le monde savait que c'était des parkings pour recaser les copains. Bon, il va les fermer. Waouh, qu'est-ce que c'est extraordinaire. Ah bon. Miracle. Miracle, enfin ça ferme. Et voilà, et donc ça, plus je vous donne une petite dose de proportionnelle pour que vous fermiez votre gueule, parce que voilà. Ouais, mais pas plus de 10 à 15% quand même, hein. Ouais, faut pas déconner. Faut quand même pas déconner. Ça lui a été reproché. Tout le monde est en train de gloser dans la presse française sur les deux types de députés qui pourraient apparaître. Ouais. Comme si le débat avait fait rage en 86 quand ça s'est produit. Oui. Ah, bon, moi j'ai eu, enfin je l'ai écrit et tu le sais, j'ai eu le sentiment de vacuité. Ouais, on y est. C'est-à-dire on est vraiment sur la sortie de grands du politique. sentiments avec de la tambouille institutionnelle. Voilà. Et c'est parti pour 4 ans et demi encore comme ça. C'est long, hein, ça va être long. Hein. Ça va être long, ouais. Ça va être long, à moins qu'il se passe des choses avant. Ouais. Et ça me ramène évidemment au machin suivant. Ah tiens, c'est très bien le mot machin pour Philippe. J'y avais pas pensé, mais alors c'est pareil. Hein. Alors lui, Philippe. Alors déjà, moi, ce qui m'a effaré, enfin, il y a plusieurs choses qui m'ont effaré. Déjà, son introduction. Alors moi, les applaudissements. Ah oui, on commence par l'intro, parce qu'après. Il y a l'intro. Oui, mais je sais ce que tu vas dire après, parce que je me suis marré là-dessus, c'était énorme. Oui, l'intro, parce que là, il a remercié un certain nombre de députés d'être présents dans l'hémicycle, dont en particulier notre fameuse copine carnivore Avia, cannibale. Oui, notre cannibale qui bouffe les chauffeurs de taxi. Et donc il a énuméré ça, enfin, c'était assez hallucinant. Et puis alors c'est très américain, tu sais, ce storytelling. Je veux vous parler de quelqu'un. Oui. Alors après, tout le monde cherche. Tout le monde cherche la caméra cavale. C'est une mise en dépendance sur le discours qui est très bien faite. Oui. Et puis le matheux. Alors évidemment, on se tape notre pédale Fils là, qui fait semblant de voilà. Et donc je répète que l'intelligence mathématique ne se confond pas avec l'intelligence politique, parce que j'ai trouvé là aussi lourdingue dans nos milieux qu'on dise on peut pas critiquer, ce mec est brillant. Ouais, c'est un brillant mathématicien. Ça peut être une bouse politique, totalement. Et d'ailleurs, vu son discours, c'est un ennemi. On en a connu d'autres. Merci de ne pas l'oublier. Hein. On en a connu d'autres pour avoir fait des études d'économie. Je sais avoir parcouru le manuel d'économie politique de Raymond Barre. Je suis pas pour autant convaincu que Raymond Barre était le meilleur des premiers ministres à l'époque concernés, donc dans les années 70. Bon, enfin, voilà, bref. Et puis alors, effectivement, je te l'enlève, mais tu vas. Ouais, mais vas-y, je te laisse. Ces applaudissements qui rythmaient le discours d'Édouard Philippe, alors que franchement, il n'y avait rien à applaudir. Et d'ailleurs, pour les observateurs fins, je ne sais pas s'ils ont été nombreux parmi nos auditeurs qui ont regardé ça, à plusieurs moments, on voit que Philippe est étonné que les applaudissements arrivent
Lui-même est gêné. Oui, il est gêné parce Il se que demande pourquoi les gens applaudissent à il certains dit, moments. il dit en gros, la France, enfin je l'ai écrit ça, la France est en faillite et Bravo il faut préserver les générations futures. Bravo, bravo, tout le monde applaudit. C'était totalement Ouais, lamentable. Mais même les journalistes étaient gênés, les commentateurs sur LCI, etc. Les gens disaient, Bon alors, bon, sans c'est là parler- qu'on voit un peu le caractère quand même monolithique de cette assemblée finalement de godillots qui ne veut pas l'être, mais qui va l'être quand même, parce que quand on voit l'espèce de fan club qui est réuni pour applaudir Philippe, c'est juste risible. C'était franchement ridicule. Alors il y a eu quelques petits mouvements dans l'Assemblée. Je pense essentiellement du côté du groupe de la France Insoumise et du Parti communiste, parce que j'essayais de voir de temps en temps les élus du Front National qui ne bronchaient pas d'un poil, mais d'ailleurs bon, c'est pas un reproche dans ma bouche, mais non, je pense qu'il y a eu quelques interpellations de la part des mecs du LFI qui avaient tous brandi leur code du travail sur leur pupitre. Bon, tout ça pour nous dire que quelques mesures phares qui avaient été celles du président jupitérien, moi je dis jupilérien. Ouais, jupilérien. Moi je dis jupilérien. A été remise au rencard, puisque on sait bien que le problème de la taxe d'habitation, on verra ça plus tard. Hein. Oui, 2019, Ouais, si j'ai bien 2019. compris, pas avant. Voilà, et puis 2022, on verra ça plus tard. Et puis donc, et que la loi travail qui va quand même meubler l'été pendant que tout le monde sera avec ses tongs et son ricard sur les plages, et ça risque d'être un peu plus ardos que ce que l'ancien maire du Havre nous a présenté l'autre jour. Ah, ça va être plus vertébré, ça c'est certain. Après, il y a eu un grincement sur cette histoire de taxe sur les camions là. J'ai eu sur l'écotaxe, c'est bien. Ouais, les deux chambres syndicales des transporteurs français ont quand même hurlé en disant encore 4 centimes du litre, ras-le-bol. Voilà. Donc là, il y aura, à mon avis, d'ailleurs, il y a un des deux présidents des deux enfin, je sais plus lequel, il y a un et une présidente, il y a deux syndicats de routiers. Et il y en a un qui a dit préparez vos vélos pour la rentrée. Révisez vos vélos, préparez vos vélos. Et ayez le mollet galbé, ça risque d'être bloqué. Bon, on verra bien, parce que tout ça, ce sont des événements. Mon sentiment concordant sur ces deux interventions longuettes, c'est que c'est très faible. Et voilà. Je trouve Macron à la hauteur de ce qu'il nous a montré pendant l'élection, pendant la campagne présidentielle. Et Édouard Philippe n'aurait jamais dû sortir de l'ombre dans laquelle il était confiné. C'est-à-dire la mairie du Havre. Je pense que c'était à sa dimension éventuellement. Ouais. Mais il y a un principe de Péter là. Oui, là il y a un principe de Péter. Ces références d'ailleurs à Michel Rocard et Jacques Chaban-Delmas sont assez étonnantes parce que l'un comme l'autre ont été. Mais il a été rocardien, il est rentré en politique du côté de chez Rocard. Oui, tout à fait. Faut pas il est rentré chez Rocard, il a fini chez Juppé. Ouais. Et donc quel parcours. Oui, c'est un parcours brillantissime. Ah ouais, c'est une colonne vertébrale, on peut dire ça comme ça. En passant donc, par le de prendre comme français. référence deux premiers ministres qui ont été bazardés, l'un par Georges Pompidou, l'autre par François Mitterrand, je suis un peu perplexe. Là, je ne fais que reprendre ce que disait Éric Zemmour sur une antenne ce matin, mais je me suis un peu étonné. Quant à l'hommage à Juppé, voilà. Merci papa. Ouais, voilà. Merci papa. Alors moi sur Macron, j'ajouterais juste que il y a un peu de l'Obama. Dans ce discours de l'État de l'Union, il y a avec notamment dans le discours symbolique qui finalement tombe à côté, mais qui a voulu être mis en place. Et puis je dirais aussi qu'il y a une tentative de faire du Mitterrand. Oui. Sans l'épaisseur mitterrandienne, pourtant Dieu sait si j'ai pas aimé mes deux septennats sous Mitterrand, ça c'était très long, tu t'en souviens aussi, mais sans cette épaisseur, mais avec le flux numérique, avec le côté liquide. Voilà, il y a une tentative de jouer à ça. Alors évidemment, il n'est pas à la hauteur, là on n'est pas dans la même catégorie,
Mais il y a des tentatives. Non, Alors, ces tentatives sont surjouées, et c'est là que ce que tu disais tout à l'heure est très vrai, c'est-à-dire que comme c'est surjoué, c'est plat. Ouais, Ça fonctionne pas, ça monte pas, ça ne monte pas. Quoi qu'on puisse penser de François Mitterrand, et Dieu sait du mal pour ce qui me concerne. Il y avait une profondeur culturelle. Il y avait quand même, voilà, c'est ça, un problème de culture. À un moment. Tu rappelais les entretiens El Kabesh Mitterrand. J'invite les auditeurs à revoir ça sur YouTube ou Dailymotion, les Archivina. Ouais, c'est quand même du lourd. Voilà, il y a quand même un peu de sport. Voilà, le Florentin avait des lettres, alors que le petit machiavélien actuel. C'est Paul Ricoeur pour les nuls. Oui, voilà, c'est Paul Ricoeur pour les nuls. Non, franchement, sérieux quoi. Franchement. Mais voilà, il tente de faire quelque chose il joue quelque chose, il le surjoue. Et ça pose d'ailleurs, alors dans la presse, on n'a rien vu de tout ça parce que tout le monde est dithyrambique. Hein. Ouais. Il marche sur l'eau. Hein. Honnêtement, là, il y a une macromanie absolument déliante. Par contre, nous, qui avons un peu de distance, on peut penser que comme la séquence communicationnelle se termine et qu'elle n'a pas finalement pris dans un pays qui en a plutôt ras-le-bol, ce qui va être très intéressant, c'est la séquence d'action politique. Et parce que là, on risque d'avoir de grandes surprises. Et je pense qu'ils vont pas être très bons. Ouais, moi aussi, je pense. Et je suis quand même assez inquiet du corpus que constituent les députés d'En Marche. Et là, je le dis sans animosité politique. On a déjà toutes les semaines, on en a un qui déraille. Quoi. Il y en a un qui a des comptes cachés à Singapour. L'autre qui mord un chauffeur de taxi qui finit au poste. Enfin bon, on a quand même toutes les semaines de quoi s'inquiéter sur le cheptel, ce qui n'invalide absolument pas la pourriture du cheptel précédent. Hein. Il faut quand même pas oublier que les autres étaient aussi. Ravi, c'est vrai d'avoir vu disparaître des gens. Mais ouais, pas dire le contraire. Faut être très honnête. Oui. Voilà, ça nous a fait beaucoup rire et très plaisir. Mais enfin, on n'a rien gagné au change du tout. Là-dessus. Et d'ailleurs, je tiens à dire que, et ça c'est plus large, qu'il faut aussi faire attention à cette communication de Macron, dont on vient de parler de la platitude, mais qui prend quand même chez un certain nombre de gens. Pourquoi ? Parce que avant, comme tu l'as bien dit, personne ne faisait rien. Et comme lui il tente de faire, eh bien on découvre qu'il fait. Et les 3 mesurettes de bon sens du nouveau ministre de l'Éducation nationale passe pour une vraie révolution de l'école, alors que ça n'est absolument pas ça. Je rappelle quand même que c'est un ancien directeur d'école de commerce, donc moi ça me fait un peu peur. Et pas n'importe laquelle en plus. Voilà, et pas n'importe laquelle. Ça me fait un peu peur pour les apprentissages. Donc attention, méfiance à ne pas devenir Macron compatible par des espoirs du vide. Hein, voilà. Je l'ai vu, il y a des formes de porosité, y compris dans le milieu. Je pense. Il paraît, j'ai du mal à le comprendre, mais moi je ne le comprends pas. N'oublions jamais que ce type est un hologramme bancaire, pur produit de l'oligarchie de domination, et que ça reste notre ennemi permanent et frontal. Et d'ailleurs, il n'aura de fin et de cesse que de nous éliminer. Ne soyons pas dupes là-dessus. Voilà. Alors, un petit mot des résidus. France Insoumise, les Républicains, parce que la révolution est donc de ne pas porter de cravate. Ouais. Bravo. C'est une façon de voir les choses. Comme s'il a tenu, au sens prioritaire de ce que décrivait Dominique Vénère, à savoir sur la rectitude de soi-même, la verticalité qu'on doit entretenir, avait quelque chose à voir avec l'opposition politique. Ouais, c'est assez faible. On aurait eu beaucoup de peine à voir Georges Marchais sans sa cravate. Oui, exactement. Et pourtant, c'était un vrai opposant. Ouais, exactement. Voilà. D'un autre calibre que Mélenchon, d'ailleurs. Je suis un peu sidéré. Personnellement, je n'ai pas pris comme une défaite le fait que François Ruffin ait battu le maire d'Abbeville à Abbeville. J'étais même content, mais pas content pour Ruffin, j'étais content que le maire d'Abbeville gicle. Voilà. Mais quand je vois la posture dans laquelle celui-ci s'engonce maintenant, quel guignol celui-là, avec son histoire de SMIC, qui bourgeois qui joue aux pauvres, c'est insupportable. C'est une insulte, ce mec. Bon, après, qu'il ne se lève pas quand François de Rugy, qui était son voisin, a été intronisé président de l'Assemblée nationale, à la limite, je peux le comprendre. Voilà, quoi. Si c'est ça la révolution, ok. C'est pas la mienne dans tous les cas. Bon, ça fait surtout penser à une guerre de retard, quoi. Oui, voilà, une guerre. Voilà. On est en train de liquéfier la France, on est en train de tuer un certain nombre d'acquis sociaux.
de flinguer, des territoires entiers, et la guerre, c'est la cravate. Oui. Avec un François de Rugy qui dit d'ailleurs qu'il va assouplir le règlement, qu'on n'est pas obligé de venir en cravate, etc. Ouais. Donc on finit en jean et tongs et ce sera parfait. Tant que, bon, puis les tant qu'elles sont pas en burkini, ça ira. Les Républicains sont en... Les Républicains, ils sont à la rue, quoi. Voilà. Ils sont à la rue. Hein. Coupés en deux, mais pas coupés en deux. Ouais. Macrono-compatibles. Ils votent pour, ils votent contre, ils s'abstiennent, on comprend plus rien. Ils s'aiment plus. C'est ce que j'ai... Quand j'entendais Guillaume Pelletier, dont le parcours finalement devrait quand même interpeller beaucoup. C'est celui d'une savonnette parmi nous. Hein, c'est le parcours d'une dire savonnette. qu'il s'abstiendra, ça me fait mal au cœur, quoi. Et ça me renverra au sujet suivant, c'est-à-dire qu'à un moment, dans les milieux du mouvement national, un peu de formation ferait pas de mal pour éviter ce type de dérive. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, le Front National, oui, tiens. Voilà, on en arrive au sujet suivant. Donc le front rentre en conclave, en 7 conclaves, si j'ai bien compris, pour préparer le congrès du mois de mars prochain. Le Figaro titre ce matin sur le front et l'abandon de la sortie de l'euro. Tout ça me laisse perplexe. Moi, personnellement, j'ai pas envie que ce soit le Figaro qui m'annonce que le Front renonce à cette mesure, quoi qu'on pense de cette mesure et quoi qu'on pense de la façon dont elle a été présentée, d'ailleurs. J'en reviens un petit peu à ce que dit Jean-Marie Le Pen ou d'autres au sein du Front. Je l'ai vu encore ce matin. C'est quand même aux instances élus, que ce soit le Conseil national et au comité central, de se prononcer sur ce type de sujet programmatique. Bien entendu. Ça me paraît la moindre des choses. C'est ça l'ordre d'un parti. Hein. C'est ça, théoriquement, si on veut jouer au Parti communiste, puisque ça a été longtemps, en tous les cas, on sentait ça, être dans une organisation très structurée, il faut redonner à ces organes de décision le pouvoir qui leur appartient finalement. Oui. Les membres du comité central sont au nombre de 120, 100 élus plus 20 choisis par la présidente. C'est à eux aujourd'hui de se prononcer. Je suis un peu étonné que ça ne soit pas le cas. Après, que les débats soient posés tant sur le non que sur l'euro, que sur... Ok. Par contre, là où j'ai beaucoup de mal, je dois le reconnaître, c'est de voir des ouvriers de la 23e heure venir donner des leçons au front. T'es gentil avec la 23e. Oui, la 23e heure, je suis gentil. Venir donner des leçons au front. Moi, je considère qu'il y a, comme le dit Marine Le Pen, beaucoup de choses à remettre sur la table. Ça, il n'y a absolument aucun doute. Mais quand on dit beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses, y compris les gens, y compris le mode de fonctionnement, y compris le mode de formation intellectuelle et de structuration idéologique des gens. Donc, ou là, son absence d'ailleurs. Hein. Comment ? Ou l'absence de... Ou l'absence, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à c'est vraiment l'absence, moi, que je sens pesante. Hein. Je vois, même si ces critiques peuvent être légitimes, je vois Hervé de Lépinot, qui était donc le suppléant de Marion Maréchal, donner des leçons au Front National. Mais Hervé de Lépinot, que je sache, il a été battu. Oui. Dans la circonscription du Vaucluse, dans une circonscription qu'on peut considérer, compte tenu de la personne qui la dirigeait jusqu'à présent, comme imperdable. Oui. Donc moi, je sais pas, mais à un moment, faut savoir se taire. Quand je vois... Il faut savoir faire taire aussi les gens. Quand je vois des... oui, il faut savoir faire taire les gens, tout à fait, exactement. Il y a un problème de discipline fondamentale. Quand je vois des gens qui ne sont pas du Front National, je pense à Gilbert Collard et d'autres, donner des leçons au Front, ok, mais attendez, commencez par régulariser votre situation. Donc, moi, je suis d'accord, y compris même, pourquoi pas, pour le changement de nom, alors que finalement, j'aurais peut-être autant de légitimité que beaucoup qui s'emparent aujourd'hui. Mais un peu de calme. Moi, et là, je reviens sur ce que tu viens de dire, ce qui m'effraie dans cette affaire, c'est le manque de discipline. Quand on pense que le débat de l'entre-deux-tours des législatives portait pour savoir si Florian Philippot avait raison ou pas de monter son machin,
j'hallucine. Ouais. J'hallucine. Littéralement hallucinant. Mais bien sûr, hein. Et très décevant, comme d'habitude. Et très décevant. Maintenant, à tous ceux qui pleurent parce que Marine Le Pen a fait 11 millions de voix au deuxième tour, 10 millions 7. Moi, je rappelle qu'il y a 40 ans, quand on faisait 0,5% des voix, on ouvrait le champagne. Donc, il faut aussi avoir un peu de raison. Donc, j'appelle, Non, dans mon petit registre, j'appelle à un peu de raison, un peu de calme, et c'est pas dans mes termes habituels, mais à un peu de modération. Non, je crois que ce qui déçoit beaucoup, si tu veux, c'est, et on en sera d'accord, c'est justement cette absence de verticalité, de discipline, d'organisation. On a l'impression qu'on est dans un club politique avec des têtes... Dans un fan club. Dans un fan club avec des têtes plus ou moins couronnées, avec justement des courants politiques qui veulent pas dire leur nom. Non, mais qui le sont, mais qui ne sont pas. Qui ont une semi-indépendance, des gens qui ont un orteil dedans et 9 orteils dehors, mais qui font la pluie et le beau temps. C'est un peu auberge espagnole quand même, c'est pas tellement un parti d'ordre, alors qu'on est censé le représenter dans ce parti. On est un peu sur une coterie avec des favoris et des moins favoris, ça devient fatigant. Voilà. Oui, fatigant. Alors que les enjeux sont vitaux sur bien des points pour notre pays, on a l'impression que on regarde la taille des pompes plutôt que le monde s'écrouler, quoi. Ça fatigue. Voilà. C'est là où je comprends l'énervement des gens. Après, effectivement, on est sur des séquences très longues sur lesquelles il faut rester un peu modéré. Et surtout, je crois que comme c'est terminé, maintenant la séquence électorale est close. Bon, on a les sénatoriales au septembre, mais c'est de l'indirect, donc ça nous concerne moins en tant qu'électeurs. Je crois qu'on peut aussi maintenant laisser décanter tout ça en se disant que la politique n'est pas seulement l'espace électoral, ça n'est pas seulement au moment des élections, ça n'est pas seulement pendant qu'il y a des postes à prendre. Travailler politiquement, c'est aussi travailler tout le temps, partout, ce qu'on fait à ce micro, ce qu'ont tenté les jeunes du bastion social. Voilà, tu me l'enlèves. Ce que font les associations d'entraide populaire, etc., Solidarité populaire, Solidarité des Français, tout ce qu'on veut. Des gens qui travaillent au quotidien et qui font de la politique appliquée de terrain. Voilà. Ça, c'est aussi tout ce qui émaille la vie entre les élections et c'est le réel. C'est un travail. On peut être d'ailleurs, et je finis ma tirade, on peut être d'ailleurs très déçu que le Front ne s'empare pas de cet espace politique-là, chose qu'il aurait dû faire un peu comme le Hezbollah ou comme d'autres partis, comme l'IRA, tout ce que tu veux, le Sinn Féin. C'est-à-dire aussi s'occuper des gens qui n'ont pas un rond, faire des écoles populaires. On parlait du Parti communiste, organiser des colonies de vacances, trouver des médecins qui soignent bénévolement, n'importe quoi, que sais-je, je n'en sais rien, mais travailler le réel au quotidien. Bon, là, il y a un manque de formation et il y a un manque de volonté cruel. Voilà. C'est fatigant, honnêtement. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire et j'ai peur qu'il y ait, par rapport à ce souci d'ancrage, une dérive. C'est-à-dire, ce que j'entends aujourd'hui, c'est il faut un ancrage municipal, un ancrage territorial, municipal, etc. Mais c'est toujours un ancrage qui est basé sur le seul schéma électoral. C'est-à-dire, en gros, il faut avoir des conseillers municipaux à Gruchet-Lavalas, à Paimpol, ou je ne sais où. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est celui que tu viens d'évoquer. Le sujet, c'est de la prise de pouvoir, entre guillemets, au sens propre du terme. Populaire. Dans le sens populaire. Et effectivement, les exemples du bastion social, j'espère, alors je sais que des élus du Front National ont apporté leur soutien au bastion social, mais de façon discrète. Mais c'est même pas de façon discrète qu'on aurait envie, c'est qu'ils le fassent de façon publique. Non, puis surtout, l'affaire du bastion social, avec les carences que comporte ce type d'occupation aussi, aurait dû ouvrir un débat très intéressant sur comment faire de l'action sociale. Oui. Comment peut-on, nous, agir sur le plan social pour les nôtres. Voilà. C'est quand même, il me semble, basique. Et puis une des préoccupations qui devraient être légitimes au front. Quoi. Voilà. Des choses. On n'a rien de tout ça. On verra. Écoute, on verra. Maintenant, on a posé un peu nos sacs parce qu'on en avait marre aussi. Mais... Ah oui. Mais bon, voilà, on verra pour la suite. On va passer. Après qu'il y ait des règlements de dysfonctionnement, mais de grâce qu'ils nous trouvent une colonne vertébrale, que les gens qui s'engagent au front... C'est exactement ça. Il manque une verticalité là-dedans. Que les gens qui s'engagent au front sachent pourquoi ils s'engagent et ne filent pas demain matin aux Républicains reconstitués ou à... même un jour à la France Insoumise. Voilà. Ouais.
Bon. Alors, il est plus que temps de passer, parce qu'on a été long là, il est plus que temps de passer au coup de cœur et au coup de gueule, il faut y aller. On va essayer d'aller assez vite. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais c'est un meeting, un espèce de coup de cœur pour Michel Tribala dans une vidéo que je vous invite à regarder sur TV Liberté, oui. Michel Tribala n'est pas de notre camp, hein. Elle l'a prouvé à une époque en coécrivant un livre avec Taguieff contre le Front National et d'une façon générale au-delà du Front National contre notre mouvance. Il serait injuste de ne pas constater qu'elle a énormément évolué, que ses affrontements réguliers avec Hervé Lebras rythment la chronique de l'Institut national des études démographiques. Et elle dit un certain nombre de choses importantes, en particulier sur la notion de grand remplacement, que je vous invite à écouter. Ou pour faire très rapide, elle dit qu'elle accepte complètement le terme de remplacement, parce que de toute façon ça a été écrit dans les documents de l'ONU, donc il n'y a absolument aucun problème, mais qu'elle est plus dubitative sur le terme de grand, pour une raison très simple, c'est qu'elle pense que ce n'est pas la quantité qui fait le problème, mais peut-être la pression des minorités qui le fait. À certains endroits, oui. À C'est certains très endroits. intéressant. Et ça, j'invite Parce que- les gens à écouter ça. Alors, parce que justement, le terme de grand remplacement comporte quelque chose d'inexorable et quelque chose d'absolument anxiogène au sens très négatif du terme. À savoir que pour qu'il y ait grand remplacement, il faudrait que numériquement, il soit supérieur à nous. Pour l'instant, et c'est une réalité, nous sommes encore majoritaires et ultra majoritaires, nous les Européens, les Français de souche, nous sommes ultra majoritaires. Donc il ne faut pas se croire déjà en minorité. Alors par contre, qu'à certains endroits, les regroupements soient tels, à 80% de la population, qu'il y ait des pressions effroyables en France ou ailleurs, je pense à Molenbeek, où il n'y a plus un blanc, il faut être très clair, dans certains quartiers de France c'est pareil, dans certaines villes de France ça commence à l'être aussi, ça c'est insupportable. Mais effectivement, il y a une évolution très forte de Madame Tribala. Elle met en particulier l'accent, mais j'invite vraiment les auditeurs à écouter. Elle met l'accent sur un patelin, je sais plus le nom, Châteauneuf, je sais pas quoi, qui est une petite bourgade dans le centre de la France, qui doit faire à peu près 1 millier d'habitants, et où il y a 5 familles salafistes, pas 50 000, 5 familles salafistes. Ouais. Mais la simple pression de leur requête par rapport à la désorganise tout le village. Désorganise tout le truc. Et ça, je trouve que c'est bon. J'invite les gens à écouter ça. Michel passionnant, Tribala, c'est passionnant, très intéressant. Toujours sur TVL, si. Oui, toujours sur TVL. J'invite aussi. Alors, on va dire que je fais dans l'écolo-scepticisme. Là. J'invite à écouter l'interview de Jean-Louis Butret sur les éoliennes. Jean-Louis Butret n'est pas un rigolo, hein, c'est plutôt un ingénieur. Il explique l'arnaque des éoliennes, en tous les cas il le voit comme ça. Bon, voilà, c'est juste pour information. Bon, je voulais dire un mot sur Monsieur Lépinault, mais c'est fait. Oui, et ça c'est fait. Et puis. Alors un mot aussi sur. Ah si. Ah oui, puisque je n'ai pas le temps en ce moment, on a été beaucoup pris par d'autres choses, de faire des chroniques de romans policiers. Je voulais un peu m'insurger contre la présentation qui a été faite par les médias du dernier roman de Fred Vargas, quand ressort la recluse, enfin, voilà, qui a été considéré comme le chef-d'œuvre de Fred Vargas. Je le dis très sincèrement, j'aime beaucoup Fred Vargas. C'est quelqu'un qui a un style et met une ambiance que j'adore, mais franchement, là, son bouquin, je suis désolé, c'est tiré par les cheveux. Voilà. Et puis, une dernière chose, parce que je pense que vous avez compris que j'étais amateur de football, je voulais saluer la classe de deux Italiens, deux gardiens italiens, en l'occurrence Sirigu, qui a été longtemps le gardien de but du Paris Saint-Germain, qui fait une interview dans l'équipe remarquable de bonne conduite, et puis un salut amical à Gianluigi Buffon, qui est aujourd'hui qui est le gardien de l'équipe italienne, et qui a toujours fait montrer de preuves de classe, de patriotisme, de confiance. Oui, voilà, oui, donc on dit assez que les joueurs de football sont des petits cons pour parfois reconnaître que certains d'entre eux ne méritent pas ce terme. Voilà. Très bien, merci pour cette conclusion footballistique qui aère un peu nos propos très lourds du jour. C'était donc pour cette saison en tout cas et pour cette année
en termes calendaires, le dernier revu et corrigé en compagnie de Julien. On se retrouve bien évidemment à la rentrée de septembre. On aura du lourd, je pense. On va laisser passer peut-être 15 jours avant de vous retrouver, histoire d'avoir du recul et des articles de presse à traiter. On vous souhaite d'excellentes vacances, on vous souhaite de prendre un peu de temps de repos tout en restant évidemment à l'écoute et éveillé, parce que beaucoup de choses vont se passer cet été. Il ne faut pas les louper, il ne faut pas manquer ce qui va se passer. Voilà. Bonnes vacances. Voilà, c'était le lieutenant Sturm à la barre de ce revu et corrigé en compagnie de Julien. Nous vous souhaitons donc effectivement d'excellentes vacances. Nous vous disons à très bientôt pour la prochaine. Bonnes vacances, au revoir. Au revoir. Funny. What is, dear? Well, we've been married for more than a month. It's a terribly long time. I never noticed your ears before.